Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat pour suivre dans un instant les débats des sénateurs autour du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016. Ce texte fait l'objet d'un désaccord complet entre l'Assemblée nationale et le Sénat, l'Assemblée nationale majoritairement à gauche et le Sénat majoritairement à droite. Députés et sénateurs ne sont pas parvenus à un accord en commission mixte paritaire et lors de la nouvelle lecture à l'Assemblée nationale lundi, les députés ont retiré la plupart des modifications apportées par le Sénat, à commencer par les 3 jours de carence instaurés pour le personnel hospitalier, mais aussi le relèvement progressif de l'âge légal de départ à la retraite à 63 ans, horizon 2019. Cette fois-ci, la nouvelle lecture au Sénat devrait être très rapide. En effet, la droite présente une motion qui demande à rejeter le texte avant même l'examen des articles. Motion au motif que l'Assemblée nationale a retiré les amendements sénatoriaux, également parce que la droite est en désaccord avec l'équilibre budgétaire du texte. De son côté, la gauche estime au contraire que c'est à cause des amendements de la droite que le texte est déséquilibré. Tout de suite donc, retour au débat. L'ordre du jour appelle la discussion en nouvelle lecture du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture. Dans la discussion générale, la parole est à Madame Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes. Madame la ministre, vous avez la parole. Bonjour Madame la ministre. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président de la Commission des Affaires sociales, Monsieur le rapporteur général, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs. Quelques mots avant d'aborder le sujet direct qui nous occupe, même si le lien existe entre les attentats que nous avons connus sur notre sol il y a quelques jours et ce projet de loi de financement de la sécurité sociale. Notre pays a été la cible d'attaques d'une violence extrême et demain, la nation tout entière rendra hommage aux 130 personnes qui ont perdu la vie, au-delà d'elles, aux centaines de blessés. Et c'est vers ces victimes, leurs familles, leurs proches, qu'à l'instant où je vous parle, mes pensées vont en priorité. Aujourd'hui, restent encore hospitalisées 97 personnes, dont 18 sont en service de réanimation. Je veux à nouveau saluer la mobilisation de l'ensemble du corps médical qui a fait preuve d'un professionnalisme qui force l'admiration de tous. Cette tragédie a malheureusement rappelé à nos esprits l'importance de la gratuité des soins pour les victimes d'actes terroristes, mesure mise en œuvre par le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016. Et je vous avais indiqué, lorsque je vous avais présenté cette mesure, il y a quelques semaines maintenant, qu'évidemment, nous souhaitions ne pas avoir à recourir à cette mesure, mais que le caractère exposé de notre pays rendait nécessaire de prendre des dispositions par anticipation. Jusqu'à présent, les personnes victimes d'actes terroristes devaient s'adresser à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale. Après l'ouverture du droit à une pension d'invalidité, ces personnes pouvaient bénéficier de la gratuité des soins. C'était une démarche longue, lourde, pour des personnes souvent traumatisées. En septembre dernier, j'ai donc décidé de vous proposer d'exonérer les personnes victimes d'actes terroristes de toute participation financière en leur permettant de s'adresser directement à leur caisse habituelle d'assurance maladie. Nous avons assoupli les conditions d'attribution des indemnités journalières. Ces mesures, je vous les ai présentées le 9 novembre dernier. Elles devaient entrer en application, par définition, après le vote du projet de loi de financement de la sécurité sociale, début 2016, le 1er janvier 2016. À la suite des attentats du 13 novembre, j'ai décidé par dérogation l'application immédiate de la gratuité des soins pour les personnes victimes de terrorisme. Sans délai,
ces personnes peuvent être prises en charge à 100%, les indemnités journalières seront immédiatement versées et par ailleurs, un numéro de téléphone dédié a été mis en place auprès de l'assurance maladie. Au-delà, pour mieux protéger nos concitoyens, ce projet de loi de financement de la sécurité sociale fait progresser les droits sociaux de chacun. Je veux simplement revenir très brièvement sur 3 avancées majeures de ce texte. D'abord, la création de la protection universelle maladie, qui doit permettre d'éviter les ruptures de droits que connaissent de trop nombreux Français, plus d'1 million chaque année. L'existence des régimes sera maintenue, mais les statuts d'étudiants, d'épouses ou d'époux, d'indépendants, de salariés ou de chômeurs s'effaceront au profit d'une seule et unique citoyenneté sociale. Lors de la première lecture, votre Assemblée avait exprimé sa demande de réforme structurelle. En voilà une importante, décisive, qui va permettre de faire progresser les droits de nos concitoyens par la simplification du fonctionnement des caisses et représente une simplification également même du droit à la prise en charge des soins. Je salue d'ailleurs l'accueil favorable que votre rapporteur, comme la majorité de votre Assemblée, ont réservé à cette réforme. Deuxième point sur lequel je veux dire quelques mots, le droit à bénéficier d'une complémentaire de santé de qualité. Dès le 1er janvier 2016, les salariés bénéficieront de la généralisation de la complémentaire santé en entreprise, y compris désormais les salariés précaires. C'est une des dispositions de ce texte. L'accès des personnes âgées à une couverture santé complémentaire de qualité sera également facilité, puisque pour leur permettre de faire face à la hausse du coût de cette complémentaire avec l'âge, nous mettons en place une labellisation des contrats respectant des conditions de garantie suffisantes et des prix maîtrisés. Sur ces 2 articles, vous l'aurez noté, le gouvernement a proposé au cours de la nouvelle lecture à l'Assemblée nationale des aménagements qui tiennent compte des préoccupations exprimées par votre Assemblée. La procédure prévue par l'article 21 a évolué afin d'éviter les risques de dumping et l'article 22 a également été modifié pour trouver un meilleur équilibre entre le rôle des couvertures collectives mises en place par les branches et la nécessité de permettre aux salariés d'être bien couverts. La troisième avancée sur laquelle je souhaite insister est celle du droit à une garantie des impayés de pension alimentaire. L'objectif est ici de mieux protéger les familles monoparentales, c'est-à-dire souvent des femmes seules, le plus souvent des femmes seules, car ces familles sont davantage confrontées à la pauvreté que les autres. Trop souvent, le parent isolé ne perçoit pas la pension alimentaire à laquelle il a droit. C'est pourquoi je me réjouis de pouvoir proposer à travers ce texte la généralisation de la garantie d'une pension alimentaire minimale de 100 € par enfant. Nous renforçons ces droits tout en prolongeant le redressement des comptes sociaux engagés depuis 3 ans, avec un déficit du régime général et du Fonds de solidarité vieillesse qui devrait être ramené sous la barre des 10 milliards d'euros en 2016, et une branche vieillesse qui devrait revenir à l'équilibre pour la première fois depuis 2005. Sur ce point, l'Assemblée nationale a rétabli les équilibres que vous aviez supprimés en première lecture, et je crains que ce désaccord ne puisse être résolu aujourd'hui. Je le regrette et m'en étonne d'autant plus que les seules mesures d'économie que vous avez proposées, la création de 3 jours de carence dans la fonction publique, le décalage de l'âge légal de la retraite à 63 ans, n'étaient pas de nature à améliorer les équilibres proposés dans le texte. La première mesure, parce qu'elle n'est pas à la hauteur des enjeux financiers. La seconde, parce qu'elle ne produirait d'effet qu'à partir de 2020. L'Assemblée nationale les a donc supprimées, d'abord parce que nous n'approuvons pas l'orientation politique qu'elles expriment, et ensuite parce qu'elle ne permet pas de résoudre les défis financiers que nous avons. Là encore, je ne suis pas certaine que la séance que nous entamons ce matin nous permette de surmonter ce désaccord. Pour le reste, je souhaite rappeler le caractère constructif de la discussion qui s'est tenue dans votre Assemblée il y a 15 jours. Le président de votre commission l'avait souligné, 48 articles avaient été votés conformes par le Sénat. Cet esprit a animé la suite de l'examen du texte, puisqu'une douzaine d'articles ont été votés par l'Assemblée nationale dans les termes adoptés par votre Assemblée sénatoriale. Sur plusieurs sujets, le texte a ensuite évolué à l'Assemblée pour tenir compte de la discussion au Sénat
et atteindre un compromis entre les deux assemblées. C'est le cas, comme je l'ai évoqué, pour les articles 21 et 22 sur la couverture complémentaire. Cela a été également le cas s'agissant du régime microsocial des travailleurs indépendants, où l'article 14 adopté par l'Assemblée nationale est très proche de la proposition de votre rapporteur. C'est enfin le cas de l'affiliation des gens de mer travaillant à bord de navires battant pavillon d'État avec lesquels nous n'avons pas de convention de sécurité sociale. Je m'étais d'ailleurs engagée devant votre Assemblée et devant en particulier votre collègue Jean-Louis Touraine, je m'étais donc engagée à répondre à la préoccupation que vous aviez évoquée d'affiliation des marins au régime de l'ENIM. Un consensus sur l'ensemble du texte était à l'évidence hors de portée, nous le savons bien. Mais nous avons cherché, sur le plus grand nombre de sujets possibles, à examiner le texte issu de votre Assemblée dans un esprit de concorde pour respecter la qualité des débats que nous avons pu avoir et que je tiens à nouveau à saluer et qui tient pour beaucoup à l'engagement de chacune et chacun d'entre vous à faire en sorte que les textes soient toujours améliorés et répondent à des objectifs de soutien de nos concitoyens. Esprit de concorde qui tient aussi beaucoup, et je le redis une nouvelle fois, à la volonté personnelle de votre président de la Commission des affaires sociales et de votre rapporteur qui, l'un et l'autre, tiennent à faire en sorte que ces débats, malgré les différences qui nous séparent, malgré les oppositions qui existent entre nous, que ces débats se tiennent dans un esprit de respect mutuel et même, j'ai envie de dire, de sérénité et de convivialité qui ne nuisent en aucun cas à l'expression des divergences. Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, ce projet de loi marque une importante étape pour notre système de protection sociale avec la création de nouveaux droits sociaux. Ma volonté, celle du gouvernement, est de garantir aux Français un modèle social à la hauteur de leurs espérances, un modèle qui protège, qui promeut l'égalité et la solidarité. Je vous en remercie. Merci Madame la Ministre. La parole est à Jean-Marie Van Lerenbergh, rapporteur général de la Commission des affaires sociales. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, mes chers collègues, comme vous, Madame la Ministre, je salue ici l'hommage que la France tout entière a rendu aux trop nombreuses victimes que nous avons connues il y a quelques jours à Paris. C'était juste après la fin de nos travaux en première lecture du PLFSS. Et je partage avec vous aussi tous les remerciements que vous avez adressés au personnel, qu'il soit d'ailleurs hospitalier ou civil ou de ville, qui se sont dévoués auprès des victimes, auprès des blessés, trop nombreux eux aussi. Et bien sûr, nous partagerons avec tous, toute la France rassemblée, unie, l'hommage qui sera rendu demain aux Invalides. Mais il nous faut bien continuer aussi nos travaux. Et, comme vous l'avez rappelé, après nouvelle lecture par l'Assemblée nationale, 46 articles restent en discussion. En première lecture, le Sénat a marqué un désaccord profond avec la partie financière de ce texte en rejetant les articles portant approbation des prévisions de recettes et de dépenses, qui ont été d'ailleurs rétablis, comme nous nous y attendions, bien sûr, par l'Assemblée nationale. Notre désaccord porte sur l'insuffisance de résultats en termes de réduction de déficit en regard de l'injection massive de recettes opérée ces dernières années. Quelques chiffres pour illustrer ce que je viens de dire. En 2012, 2,5 milliards de recettes nouvelles ont été décidées par la nouvelle majorité et 200 millions d'euros de réduction seulement de déficit, avons-nous constaté. En 2013, 9,8 milliards de prélèvements nouveaux, 3,6 milliards de réduction de déficit. En 2014, 5,6 milliards de prélèvements et seulement 1,3 milliard de réduction de déficit. Depuis 3 ans, donc, l'assurance maladie et le Fonds de solidarité vieillesse
demeure à un niveau de déficit quasiment inchangé et toujours très élevé, je dirais trop élevé. La branche famille ne se redresse qu'au prix de mesures qui affectent son identité. Devant cette situation, le Sénat a adopté des articles additionnels, marqueurs de ce que serait une politique plus volontariste pour la maîtrise des dépenses hospitalières et pour l'allongement de la durée passée au travail. L'amendement présenté par la Commission sur la retraite restaurait l'équité entre public et privé en cohérence avec l'accord sur les complémentaires et ne fait qu'anticiper une réforme que tout le monde sait nécessaire. Sur la partie législative du texte, nous n'avons que peu de désaccords de fond. Vous l'avez rappelé, Madame la Ministre. Je rappelle que le Sénat a voté dès la première lecture les deux principales mesures financières de ce projet de loi, la réduction de la cotisation famille et le relèvement de l'abattement de la C3S, qui traduisent la seconde étape du pacte de responsabilité. Ils étaient inscrits dans l'article 7 et 8. Les autres mesures sont de portée technique et nos désaccords de portée donc très limitée, même si les solutions dégagées à l'Assemblée nationale en nouvelle lecture ne laissent pas, pour certaines, de nous interroger. À l'article 19, le gouvernement a proposé une forme de compromis qui semble compliquée. Sur l'affiliation des gens de mer, vous venez de le rappeler, les marins seraient affiliés à l'ENIM et les non-marins au régime général. À l'article 7 bis, un sous-amendement de Dominique Tian à l'Assemblée réduit le champ d'application aux seuls dirigeants et mandataires sociaux. Je rappelle que le secrétaire d'État nous avait dit qu'il y avait six personnes qui auraient pu être concernées en 2014, tout en supprimant, semble-t-il, par là même également, l'assujettissement au premier euro des indemnités de rupture supérieures à 10 plafonds de la sécurité sociale pour les salariés. Déjà, on n'est plus sur les mandataires, mais sur les salariés. Et parallèlement, un sous-amendement du gouvernement aménage des dispositions transitoires pour les ruptures de contrat de travail. Tout ceci laisse une impression, avouez-le, d'inachevé certain. J'en viens maintenant à l'assurance maladie. La discussion sur la couverture complémentaire santé des personnes de plus de 65 ans et des salariés en contrat court effectuant un faible nombre d'heures s'est poursuivie à l'Assemblée nationale pour parvenir, au travers d'amendements du gouvernement, à des mesures plus acceptables à nos yeux pour l'ensemble des acteurs, mais qui ne nous paraissent pas régler de manière totalement satisfaisante les problèmes posés. S'agissant de l'article 21, on aboutit à un système de comparaison des contrats complémentaires proposés aux personnes de plus de 65 ans au travers d'une labellisation des paniers de prestations avec des cotisations plafonnées en fonction des âges. Il est bon, incontestablement, tout le monde l'a souligné, que les personnes qui sortiront des complémentaires d'entreprise à l'âge de la retraite aient accès à une information la plus transparente possible sur ce qui leur est proposé et que les cotisations soient encadrées. Le dispositif finalement adopté par l'Assemblée nationale sera néanmoins assez complexe sur le plan réglementaire et administratif. Quant au crédit d'impôt, son montant est réduit de moitié. Il apparaît d'ailleurs désormais assez symbolique et on se pose la question de savoir si sa seule justification n'était pas de permettre le rattachement de la mesure au PLFSS. Un comparateur public, Madame la Ministre, des complémentaires susceptibles de faire jouer la concurrence sur les tarifs n'aurait-il pas abouti au même résultat? À l'article 22, sur les contrats courts, le gouvernement propose désormais de limiter l'option pour le chèque aux salariés dont la durée de couverture par le régime d'entreprise est trop courte. La loi ne précise pas la durée, elle sera définie par voie réglementaire. Nous avions souligné lors de la première lecture que la situation des salariés précaires devait être traitée par la négociation entre partenaires sociaux ou par la mise en place de fonds de financement comme le préconise le rapport Libault. À défaut, la solution préconisée par le gouvernement semble au moins avoir le mérite de ne pas remettre en cause ce que les entreprises ont négocié pour une mise en œuvre au 1er janvier 2016. Je relève par ailleurs que sur les articles 39, protection maladie universelle, 42, filière visuelle, 49, réforme de la tarification des soins de suite et réadaptation,
qui sont parmi les articles, vous l'avez souligné aussi, les plus importants encore en discussion, nous n'avons pas de divergence de fond. Nous serons particulièrement vigilants, Madame la Ministre, sur le contenu du prochain rapport sur la tarification des activités hospitalières qui doit clarifier pour les établissements privés les conditions exactes de mise en œuvre de la réforme de la tarification des soins de suite et de réadaptation. Notre désaccord de fond repose donc sur les dépenses de la branche maladie. Comme je vous l'ai indiqué en première lecture, les mesures qui nous sont proposées dans le cadre de l'ONDAM nous apparaissent insuffisantes face à l'enjeu de plus en plus urgent de la réduction des déficits. Certes, un effort d'économie de 3,4 milliards par rapport à la progression spontanée des dépenses est prévu, mais à ce rythme, les comptes de la branche maladie ne reviendront à l'équilibre que dans 20 ans. Je le rappelle, si, grâce à des outils permettant une meilleure articulation entre professionnels de santé, nous nous fixons pour objectif de supprimer 2 à 3% des actes effectués chaque année, ce qui ne paraît pas irréaliste, dans la mesure où les actes inutiles ou redondants sont estimés à 28%, nous pourrions économiser annuellement 4 à 5 milliards d'euros. Des économies substantielles sont également envisageables grâce au développement de la permanence des soins. Nous vous avons fait des propositions autour d'un nouveau numéro d'appel national et il me paraît possible de viser 500 millions d'économies annuelles, voire davantage sur ce poste. Quant aux dépenses hospitalières, il me paraît urgent de mettre en place une meilleure organisation. Tout le monde le dit. Les questions qui se posent ici sont multiples et vont du rétablissement des jours de carence à la réduction des RTT, en passant par une meilleure gestion de la hiérarchie des hôpitaux. Ici encore, les gisements d'économie pourraient être très importants, de l'ordre de 500 millions d'euros par an. Il faudra également nous pencher sur les dépenses de ville et la Cour des comptes a fait à ce propos des études intéressantes, notamment sur les moyens mis en œuvre par l'Allemagne pour limiter les consultations répétitives. Ces mesures, Madame la Ministre, nous pourrions les prendre ensemble, mais puisque vous ne souhaitez pas aller sur ce chapitre dépenses au-delà ou économie, au-delà des dispositions de votre texte, il me paraît préférable que nous nous arrêtions là, peut-être pour mieux progresser sur d'autres sujets comme celui que vous avez évoqué, la loi santé. De même, sur l'ensemble du projet de loi, je ne vois pas de sujet sur lequel la poursuite de la discussion pourrait contribuer utilement au texte définitivement adopté. Et donc, pour cette raison, compte tenu du désaccord de fond sur les équilibres généraux proposés pour la sécurité sociale, votre commission a décidé de déposer une motion tendant à opposer la question préalable, et ceci en toute courtoisie, rassurez-vous, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le rapporteur général. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Monsieur Jean Desessard pour le groupe écologiste et pour 6 minutes. Bonjour Jean, ça va bien ? Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Madame la Ministre, chers collègues. Tout d'abord, j'insisterai sur la nécessité de préserver cette institution qui fête ses 70 ans, la sécurité sociale. Cette institution, issue de l'esprit du Conseil national de la Résistance et mise en place par Ambroise Croizat, a permis d'extraire la santé, l'assurance chômage, la retraite et les allocations familiales des mains du privé afin de les confier à un ensemble d'associations paritaires œuvrant pour l'intérêt général. 70 ans plus tard, pourtant, la sécurité sociale est la cible d'assauts répétés afin de réduire la part de solidarité dans notre société. Ce PLFSS s'inscrit malheureusement dans la logique toujours moins de dépenses, moins de prestations, alors que les besoins augmentent. Oui, Madame la Ministre, il y a dans le texte issu de l'Assemblée nationale quelques avancées, comme l'individualisation de la gestion des droits à la protection universelle maladie, le développement de l'accès à la contraception pour les mineurs, la lutte contre l'abus de certains médicaments ou encore l'extension du dépistage du cancer du sein.
Mais ces avancées sont très insuffisantes par rapport à certains articles contraires à l'esprit de solidarité de la sécurité sociale. Ainsi, l'exonération de la C3S, contribution sociale de solidarité des sociétés, sera offerte aux entreprises jusqu'à 19 millions de chiffre d'affaires contre 3,25 millions aujourd'hui. Le gouvernement prévoit également d'étendre la baisse de 1,8 point des cotisations familiales patronales jusqu'à 3,5 SMIC, soit 5 000 € mensuels. Ces deux mesures sont mises en place sans condition ni contrepartie et bénéficieront largement aux grandes entreprises qui ne sont pas celles ayant le plus besoin de soutien. De plus, la non-conditionnalité de ces aides empêche de les utiliser comme levier de transformation sociale. En première lecture, afin d'améliorer le volet santé du projet de loi, ma collègue Aline Archimbaud avait fait des propositions concrètes à travers ses amendements, notamment un sur l'huile de palme. Dans notre pays, cette huile est moins taxée que les autres huiles alimentaires, telles que l'huile de colza ou l'huile d'olive, qui sont pourtant souvent fabriquées en France et distribuées en circuit court. C'est incompréhensible, car, on le sait, cette huile de palme est dangereuse pour la santé quand elle est surconsommée et elle entraîne des déforestations massives dans plusieurs régions du monde. Notre proposition était de bon sens. Il s'agissait simplement d'aligner le taux de taxation de l'huile de palme sur celui des autres huiles. Non pas une surtaxation par rapport aux autres huiles, mais revenir au même niveau. Le refus du Sénat, et je pense le refus de Madame la ministre, est regrettable et traduit une certaine conception de la santé environnementale que nous ne partageons pas. À un texte initial insatisfaisant et à un refus systématique de nos amendements s'ajoute une nette détérioration du texte par la droite sénatoriale ou la majorité sénatoriale en première lecture. Même si notre rapporteur a choisi d'opposer la question préalable en raison des désaccords avec l'Assemblée nationale, il me semble important de revenir sur les modifications apportées au texte par le Sénat. Je pense tout particulièrement à la suppression de l'article 7 bis et avec lui de la mesure prévoyant d'augmenter les cotisations sociales pour les bénéficiaires de parachutes dorés dans les grandes entreprises. En pleine crise sociale, alors que des millions de nos concitoyens sont dans la précarité, cette suppression constitue, je dirais, une provocation. Je pense également au vote d'un amendement instituant 3 jours de carence pour les agents de la fonction publique hospitalière. Cette mesure injuste frappe de plein fouet les personnels hospitaliers qui vivent déjà des conditions de travail particulièrement éprouvantes. Je ne dirais pas d'aller voir leurs conditions de travail, vous les connaissez. Donc, mais alors, à l'heure où chacun rend hommage aux services de soins à la suite des attentats du 13 novembre, cette mesure me semble particulièrement déplacée. Je pense enfin au recul de l'âge de départ à la retraite de 63 ans pour les générations nées à partir de 1957. À l'heure où le chômage touche plus de 10% de la population active, où le chômage des seniors ne cesse d'augmenter, cette proposition aurait pour seul effet de transformer de nouveaux retraités en chômeurs. Enfin, cette mesure est également en désaccord profond avec la pensée écologiste qui prône une réduction du temps de travail, non seulement hebdomadaire, mais tout au long de la vie. Donc, en conclusion, considérant que le texte initial ne correspond pas à l'esprit de solidarité de la sécurité sociale, prenant acte du rejet systématique des propositions écologistes pour améliorer le texte, déplorant l'état d'esprit des mesures injustes portées par la majorité sénatoriale, le groupe écologiste votera contre ce PLFSS. Je vous remercie. Merci, Monsieur Desessard. Monsieur Gilbert Barbier a maintenant la parole pour le groupe RDSE et pour 6 minutes. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur général, Mesdames et Messieurs les sénateurs, nous arrivons en nouvelle lecture de ce projet de loi de financement de la sécurité sociale après un échec en commission paritaire à une deuxième délibération lundi dernier à l'Assemblée nationale. À l'aune des débats,
on ne peut que constater le peu de cas portés à nos travaux en première lecture par la majorité des députés, pas toute la majorité d'ailleurs, et le peu de cas apportés surtout par vous, Madame la Ministre, à nos propositions, même si, il y a quelques instants, vous avez essayé de minimiser cette attitude. En première lecture, notre Assemblée avait cherché à améliorer ce texte au regard de ses insuffisances, par quelques mesures emblématiques, certes, mais reflétant la réalité, grâce à un travail minutieux des rapporteurs et à une discussion approfondie en séance publique. Un certain nombre de propositions en faveur de nos concitoyens avaient été votées. Nous avions reconnu les quelques avancées de ce texte, comme la protection universelle maladie, la garantie des impayés de pensions alimentaires, ou encore quelques mesures intéressantes concernant la prévention, et notamment le PREP. Bien sûr, nous avions dénoncé les procédures financières tendant à faire croire que les déficits étaient définitivement derrière nous, et dont le bilan a été détaillé par le rapporteur général il y a quelques instants. Déficit réduit, certes, mais avec 17 milliards de prélèvements supplémentaires depuis 3 ans. Cette fragilité budgétaire étant d'ailleurs implicitement reconnue par le transfert de 23 milliards de la COS à la CADES, sans qu'aucune mesure ne soit proposée pour consolider cette dette. En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a repris la plupart du temps la rédaction qu'elle avait adoptée en première lecture, avec votre consentement d'ailleurs, Madame la Ministre, y compris pour les dispositions qui auraient pu faire consensus. Cette attitude systématique de retour à la case départ confirme l'impression de dédain que nous avons ressentie dans cet hémicycle. Ce dédain que vous avez affiché tout au long de la discussion de ce PLFSS, comme au moment de l'examen de la loi de modernisation de la santé. Attitude à contre-courant du discours prononcé il y a une semaine par le ministre des Relations avec le Parlement, qui a déclaré, je cite, « Le bicamérisme place le dialogue parlementaire au cœur du fonctionnement de notre démocratie. Ce dialogue entre le gouvernement et les deux assemblées, entre l'Assemblée nationale et le Sénat, participe de la qualité de la loi. Il permet à chacun d'affiner ses positions dans le débat, dans l'échange et dans la contradiction. Il donne à la loi plus de force et de cohérence. » Pour en revenir au texte qui nous préoccupe, vous gardez vos cibles privilégiées, la médecine libérale, l'industrie du médicament et surtout la famille, sans vouloir un seul instant aborder les réformes structurelles et la principale d'entre elles, la restructuration hospitalière évoquée par le rapporteur général. Est-il utile de rappeler que nous avons 2 fois plus de lits d'hospitalisation qu'un pays comme l'Allemagne? Nous ne pouvons garder une organisation datant de 40 ou 50 ans, dont la plus importante se rappelait de 1970, ne serait-ce qu'en fonction de l'évolution des pratiques, des progrès de la médecine. Certes, il faudrait courage et abnégation pour conduire cette réforme, j'en conviens. Pas de grandes réformes donc, mais pas non plus de petites. Quand vous rejetez des mesures comme celles que nous avons proposées, de la généralisation de la déduction forfaitaire de 1,50 € pour les particuliers employeurs, quel que soit l'employé, l'allègement des charges sociales des jeunes agriculteurs, qui était repoussé d'1 an, la suppression de l'article 12 concernant le recouvrement des cotisations de sécurité sociale des professions libérales et d'autres propositions sans impact majeur. Tout en comprenant que la majorité des députés acceptent difficilement le report de l'âge de départ à la retraite à 63 ans, pourquoi se précipiter aussi à réformer la tarification en SSR sans étude d'impact et qui pose un véritable problème? De tout cela, vous ne souhaitez pas discuter. Vous vous réfugiez derrière cette soi-disant nécessité d'économie, alors que le Haut Conseil des finances publiques considère que les mesures nouvelles pour 2016 seront votées sans que les économies prévues pour les financer n'aient été portées dans leur intégralité à notre connaissance, ni dûment documentées. Votre attitude vis-à-vis de notre Assemblée est similaire. Aussi est-il bien nécessaire de discuter de ce texte à nouveau? Je ne le pense pas. Merci. Merci. Madame Corinne Imbert a la parole au nom du groupe Les Républicains et pour 10 minutes.
Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires sociales, Monsieur le rapporteur général, Mesdames et Messieurs, mes chers collègues. Comme vous l'avez fait, Madame la Ministre, je tiens à mon tour à saluer l'engagement sans faille des professionnels de santé qui sont intervenus auprès des victimes des attentats du 13 novembre et saluer le bon fonctionnement du plan blanc. Mais revenons à ce PLFSS 2016. Le 17 novembre dernier, le Sénat a adopté par 188 voix contre 147 un projet de loi de financement de la sécurité sociale profondément remanié, certains diront dépouillé. En première lecture, les débats ont mis en exergue le manque incontestable d'ambition et d'ossature de ce texte. Nous avons en effet constaté une fois encore le manque de réformes courageuses et structurelles, accompagnées d'un déficit du régime général toujours aussi élevé, fixé à 12,4 milliards d'euros pour cette année, et d'une augmentation des prélèvements obligatoires. Même si le PLFSS 2016 prévoit de ramener le déficit à 9,3 milliards d'euros, le retour à l'équilibre n'est plus envisagé en 2017, mais pas avant 2020, voire 2021, contrairement à ce qui avait été promis par le Président de la République. Et nous le regrettons vivement en ce 70e anniversaire de la sécurité sociale. Nous constatons que pour cette nouvelle lecture, nos remarques et nos propositions courageuses n'ont une fois encore malheureusement pas été prises en compte par l'Assemblée nationale et par le gouvernement. Nous avons été largement critiqués par l'opposition sénatoriale pour ne pas avoir adopté les tableaux d'équilibre qui sont certes des articles techniques, mais qui reflètent malgré tout les prévisions de recettes et de dépenses qui nous sont apparues pour le moins incertaines. Le taux de l'ONDAM, fixé à 1,75 %, est proche de celui proposé par la Commission l'an passé, mais les mesures d'économie que vous proposez, Madame la Ministre, ne nous satisfont pas. Pour plusieurs raisons, je vous en citerai deux. La première, vous prenez le risque de mettre à mal un secteur déjà mis largement à contribution, celui des industries pharmaceutiques. Au-delà des traditionnelles baisses des prix des médicaments, un catalogue de mesures d'économie directes et indirectes va impacter fortement, pour plus d'1 milliard d'euros, les entreprises de ce secteur. Ces entreprises sont l'un des fleurons de notre pays. Nous craignons que toutes les mesures prises successivement depuis 4 ans mettent à mal leur développement sur notre territoire et leur compétitivité en matière de recherche et d'innovation. Aujourd'hui, des sites de production pharmaceutique ne s'installent pas dans notre pays en raison du manque de visibilité des laboratoires quant aux ponctions financières qui leur sont imposées et en raison d'un manque de soutien à la recherche. L'industrie pharmaceutique française perd aujourd'hui du terrain dans certains domaines thérapeutiques. Permettez-moi, puisque vous avez évoqué ce sujet lors de la discussion d'un amendement, une remarque sur la délivrance à l'unité des antibiotiques. J'ai bien entendu vos propos. Vous envisagez, si l'expérimentation sous la responsabilité de l'INSERM est jugée concluante, vous envisagez une généralisation de ce dispositif. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette façon d'aborder les choses, bien qu'un rapport du ministère estime, et c'est vrai que les Français ont tendance à conserver des médicaments non utilisés dans leurs armoires à pharmacie. Je pense qu'en ce qui concerne les antibiotiques, il ne s'agit pas d'un problème de conditionnement qui est globalement bien adapté à la prescription médicale, mais d'un problème d'observance. Les patients arrêtant précocement leur traitement dès qu'ils vont mieux, les conservant et reprenant un peu d'antibiotiques dès qu'ils ont un peu mal à la gorge. C'est ainsi, et je vous l'accorde, que se développe la résistance aux antibiotiques et les risques de iatrogénie. Sur ce point, je suis d'accord avec vous, Madame la Ministre, c'est un problème sanitaire. Par contre, je ne suis pas sûre que la délivrance à l'unité règle totalement le problème, même si vous en attendez des économies. Je voudrais simplement vous rassurer en tant que professionnel de santé, les équipes officinales ne sont pas satisfaites du gaspillage et elles travaillent au contraire au quotidien à essayer de le réduire. Parmi les raisons qui nous chagrinent également sur ce PLFSS, et là on vient à la croisée du projet de loi de finances de la santé, nous doutons que le tiers payant généralisé et obligatoire réinséré dans le projet de loi de santé par les députés facilite la réalisation d'un objectif d'économie et qu'au contraire, il ne génère pas des dépenses supplémentaires. Grâce au travail du rapporteur général et des rapporteurs que je tiens à féliciter à nouveau, et grâce à différentes propositions de notre groupe qui ont souvent été rejointes par nos collègues de l'UDI-UC et certains de nos collègues du groupe RDSE, le Sénat avait apporté des modifications substantielles que nous jugeons pour certaines fondamentales. Je vais vous en citer quelques-unes. Je pense à la généralisation de l'augmentation de la déduction forfaitaire à 1,50 € pour les particuliers employeurs, quelle que soit l'activité de l'employé, afin de favoriser l'emploi, de faire reculer l'emploi non déclaré et par conséquent d'augmenter les cotisations versées à la sécurité sociale.
Je pense aussi, et cela vient d'être évoqué par notre collègue, à l'exonération partielle de la cotisation vieillesse pour les médecins retraités exercés en zone sous-dense, afin de rendre plus attractif le cumul emploi-retraite. Si vous me permettez, je vais déborder un petit peu de notre sujet. J'ai entendu il y a quelques jours une annonce concernant un pacte territoire santé 2 visant à installer 1000 jeunes médecins, rendre opérationnels 1000 maisons de santé d'ici 2017, et une augmentation du numerus clausus de plus de 6,4% en fonction des régions. Je m'interroge juste sur les moyens financiers qui seront mis en face de ces mesures, savoir s'il y a une concertation avec les professionnels de santé, avec les représentants des territoires, puisque seulement 10 régions actuelles concernées par ce plan, et j'ai bien conscience que vous n'avez pas pu présenter ce plan en raison des événements dramatiques que nous avons connus, mais je suis sûre que nous en reparlerons bientôt. Pour revenir au PLFSS, le Sénat avait également introduit l'allègement des charges sociales supportées en début de carrière par les jeunes agriculteurs en étendant d'une année l'exonération dont ils bénéficient aujourd'hui sur les cotisations d'assurance maladie, invalidité, maternité, de prestations familiales et d'assurance vieillesse agricole. Autre point, la suppression d'une mesure en concurrence destinée d'une mise en concurrence destinée à sélectionner les contrats d'assurance maladie complémentaire pour les personnes de plus de 65 ans. Cela a aussi été évoqué à l'instant, qui risquait d'amplifier la segmentation entre les assurés tout en aménageant le dispositif d'aide à la complémentaire santé pour permettre aux retraités les plus modestes d'en bénéficier. Contrairement à cette proposition de notre collègue rapporteur Francis Delattre, qui proposait d'aménager le dispositif de l'aide à la complémentaire santé, nous semblait plus adapté, plus opérationnel et offrait l'avantage de cibler en priorité les personnes ayant de faibles revenus. Autre preuve de courage de la majorité sénatoriale, le relèvement graduel de l'âge légal de départ à la retraite pour le fixer à 63 ans au 1er janvier 2019. Cette proposition de notre collègue rapporteur Gérard Roche était, nous semble-t-il, une mesure de justice. L'accord que les organisations patronales et 3 syndicats, la CFDT, la CFTC et la CFE-CGC viennent de signer sur les retraites complémentaire va accentuer le fossé entre retraités du public et du privé. Le malus de 10% pendant 3 ans sur la part complémentaire des pensions qui s'appliquera à partir de 2019 aux retraités partant avant 63 ans, concernant uniquement les salariés du privé. Mes chers collègues de l'opposition sénatoriale, après avoir dit que vous reviendriez sur les 62 ans, vous avez allongé la durée de cotisation qui, de facto, fera partir une grande majorité de salariés rentrés plus tard dans la vie active au-delà de 62 ans s'ils veulent avoir une retraite à taux plein. Je m'interroge sur la justice sociale. Enfin, autre marqueur inscrit dans le texte sorti du Sénat, l'instauration de 3 jours de carence dans la fonction publique hospitalière. Concernant la fonction publique d'État et la fonction publique territoriale qui sont également concernées, cette mesure sera à nouveau proposée par le Sénat dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances. C'est une question de cohérence et d'équité. Enfin, le Sénat avait aussi souhaité revenir sur la date du versement de la prime de naissance pour que celle-ci soit versée avant la naissance de l'enfant. Aujourd'hui, à la suite de l'échec de la commission mixte paritaire et du nouvel examen du texte par l'Assemblée nationale, notre groupe soutiendra sans réserve la proposition de question préalable de la Commission des affaires sociales, tout en réaffirmant notre attachement à l'ensemble des propositions adaptées par la Haute Assemblée en première lecture, que nous considérions comme étant essentielles. Nous attendions un souffle nouveau pour notre système de protection sociale. Nous attendions du gouvernement qu'il prenne des mesures concrètes. Il n'en est malheureusement rien et nous le regrettons fortement, car nous sommes tout autant que vous attachés à la sécurité sociale. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Laurence Cohen pour le groupe communiste républicain et citoyen et pour 7 minutes. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, comme nous avons eu l'occasion de le souligner lors de l'examen en première lecture de ce PLFSS, mon groupe ne partage pas l'orientation politique du gouvernement pour financer la sécurité sociale. Les mesures positives contenues dans ce PLFSS que nous avons soutenu ne sont pas suffisantes pour contrecarrer la privatisation continue de notre système de protection sociale. La question qui nous est posée au fond est la suivante. Avons-nous réussi à faire bouger le contenu de certains articles, à améliorer le
le texte par rapport au projet initial. Malheureusement, le parcours législatif et les 46 articles restant encore en discussion n'ont pas changé notre constat. D'autant moins qu'en première lecture, la majorité sénatoriale a aggravé les choses. Report de l'âge légal de la retraite à 63 ans, instauration de 3 jours de carence dans la fonction publique hospitalière, sous le prétexte d'un trop fort absentéisme à l'hôpital, dénoncé par un député LR lors de la CMP la semaine dernière. Je le redis ici, j'ai été particulièrement choquée par de tels propos, au lendemain d'une mobilisation exemplaire de ces personnels qui n'ont pas attendu qu'on les appelle suite à la mise en place du plan blanc pour se présenter spontanément afin de porter secours aux victimes des attentats monstrueux. Ces reculs sociaux sont inacceptables et nous sommes satisfaits que la nouvelle lecture de l'Assemblée nationale ait supprimé ces articles de régression. Mais sur la nécessité de maîtriser plus fortement les dépenses, et malgré la question préalable votée par la majorité de la Commission, il n'y a pas de désaccord de fond entre vous, Madame la Ministre, et le rapporteur général, Monsieur Jean-Marie Van Renberg. Et sachez que nous le déplorons vivement. Alors que le gouvernement imposait des restrictions budgétaires drastiques, notamment en proposant un Ondam hospitalier à 1,75%, ne couvrant même pas la progression des dépenses évaluées, je le répète, par les pouvoirs publics à près de 4%, et un Ondam des soins de ville contenu, la droite a jugé que ces objectifs étaient encore trop importants et a refusé de les voter en adoptant un amendement de suppression de l'article 55. Les personnels hospitaliers jugeront, alors que des services sont saturés, que des lits font défaut et que les urgences sont au bord de l'explosion. Quant à la médecine de ville, pourquoi vouloir réduire un peu plus la marge de manœuvre des médecins alors qu'ils peinent à faire face aux surcroît de consultation et au renforcement de leur mission dans le cadre du développement de la médecine ambulatoire. Raisonner seulement en termes de réduction du déficit de la sécurité sociale, délibérément entretenu, faut-il le rappeler ici, n'est pas juste. D'autant moins que dans le cadre du pacte de responsabilité, le gouvernement entend doubler le montant des exonérations patronales et de les porter à 41 milliards en 2017, sans même avoir évalué les dispositifs mis en place. Il faut arrêter cette fuite en avant qui non seulement ne crée aucun emploi, mais qui plus est tire les salaires vers le bas, ce que démontrent les faits et les différentes études. Le débat que nous portons est un débat de fond. Nous sommes favorables à un financement lié à l'entreprise, lieu où les salariés créent richesse et croissance. Or, vous ne faites, Madame la Ministre, qu'exempter les grandes entreprises et la droite sénatoriale en demande encore davantage. Contrairement à vous, nous soutenons le principe fondateur de la cotisation sociale, chacun cotisant en fonction de sa capacité contributive et recevant des prestations et des soins en fonction de ses besoins. Cela passe par de nouvelles recettes, ce que vous avez rejeté en première lecture. L'adoption vraisemblable de la question préalable déposée par la majorité sénatoriale, mais c'est le jeu parlementaire, ne nous permettra pas de proposer de mettre à contribution les dividendes des actionnaires et les retraites chapeaux, démontrant ainsi une nouvelle fois que le gouvernement pourrait faire autrement s'il en avait la volonté politique. Ce PLFSS restera donc construit sur un schéma de réduction des dépenses qui a montré ses limites. Faute de recettes nouvelles, toute économie supplémentaire se fait au détriment des prestations sociales. Madame la Ministre, comment soutenir un PLFSS qui poursuit l'étranglement financier des hôpitaux publics avec 1 million d'euros de restrictions supplémentaires auxquelles il faut ajouter 600 millions déjà empochés l'année dernière? Avec ce PLFSS succédant à la loi de modernisation du système de santé, il ne faut pas perdre de vue que sous couvert des GHT, nombre d'établissements sont menacés de fermeture. Comment maintenir une qualité de soins pour toutes et tous sur l'ensemble du territoire dans ces conditions? Comment ne pas dénoncer la réforme des allocations familiales une nouvelle fois qui, sous couvert de justice sociale, récupère de l'argent sur le dos des familles? Je n'ai malheureusement pas le temps de revenir sur tous les points de ce PLFSS auxquels nous sommes opposés. Ce que je dénonce fortement avec l'ensemble de mon groupe est que la politique poursuivie aujourd'hui ne diffère que fort peu de celle que nous combattions ensemble quand vous étiez députée, Madame la Ministre. Et cette politique met à mal notre système de protection sociale. Aujourd'hui, pour se soigner dans de bonnes conditions, il faut impérativement adhérer à une complémentaire. Vous encouragez donc les assurés sociaux à se tourner vers des assurances privées. Ce serait la solution pour répondre au fond à une triste réalité. La sécurité sociale ne rembourse plus suffisamment et les restes à charge deviennent de plus en plus lourds à supporter sans couverture complémentaire.
Et dans ce PLFSS, vous reconnaissez que ce recours aux assurances privées n'est pas à la portée de tout le monde, notamment des plus âgés. C'est le fondement de l'article 21, maintenu par l'Assemblée nationale, qui instaure une complémentaire obligatoire pour les plus de 65 ans. Pourquoi faire ce choix, Madame la Ministre, de privatiser notre système de protection sociale? Pourquoi ne pas mieux rembourser les soins par une prise en charge à 100% pour les jeunes et 80% pour les autres, étape permettant d'aller à 100% pour toutes et tous dans un second temps? Madame la Ministre, vous avez personnellement remercié par courrier les agents de la PHP qui se sont fortement mobilisés pour assurer la prise en charge des blessés, des victimes des attentats qu'a connus notre pays. Et vous venez de leur rendre hommage ce matin, comme à l'ensemble du corps médical. Nous partageons cette reconnaissance nationale pour le travail accompli par ces millions d'hommes et de femmes. Mais il faut transformer cette reconnaissance en actes, en redonnant les moyens à un grand service de santé publique de se déployer, de répondre efficacement sur l'ensemble du territoire aux besoins de santé et de prévention de la population. Il faut avoir l'ambition de mettre en place un véritable maillage d'établissements hospitaliers, de centres de santé aux côtés d'une médecine de ville, dans une logique de coopération. Ce sont toutes ces raisons qui nous poussent, en ce 70e anniversaire de la sécurité sociale, à continuer de défendre dans cet hémicycle une protection sociale qui garantisse à toutes et à tous l'accès à des soins gratuits, de proximité et de qualité, car nous estimons que c'est le sens du progrès et de la modernité. Aussi, comme en première lecture, nous voterons contre ce PLFSS 2016, si l'occasion nous en est donnée bien évidemment, et contre la question préalable dont les objectifs sont à l'opposé des nôtres. Je vous remercie. Merci Madame Cohen. Monsieur Yves Daudigny a maintenant la parole pour le groupe socialiste et républicain. Vous avez 14 minutes, chers collègues. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur général, Monsieur le Président de la Commission, mes chers collègues, nous nous sommes toutes et tous exprimés à cette tribune pour rendre hommage aux victimes du 13 novembre, dire notre soutien à leurs proches, aux forces de sécurité et de secours. La solidarité nationale s'exprime aussi en actes, puisque vous avez décidé, Madame la Ministre, vous nous l'avez indiqué en début, l'application immédiate des dispositions de l'article 40 de ce projet de loi de financement, permettant l'exonération de toute participation financière et l'assouplissement des conditions d'attribution des IJ, indemnités journalières, aux victimes d'actes de terrorisme. Votre réactivité a permis la mobilisation du fonds de garantie, dont nous avons tous reçu les informations utiles qui peuvent être diffusées en tant que de besoin. Nous avons dit, et je réitère l'hommage et les remerciements adressés à l'ensemble des personnels de santé qui ont fait preuve de grand dévouement et de leurs compétences dans ces circonstances immobilables. Et je le redis après déjà 2 intervenants, les 3 jours de carence que la majorité de cette Assemblée a souhaité imposer à ces professionnels, qu'elle a voté en première lecture, résonnent mal à cet égard, je crois qu'on peut l'admettre. Face à ces événements, la demande de renforcement des services publics s'est accrue. Et il est vrai d'ailleurs qu'elle émane aussi de ceux-là qui approuvaient il y a peu de temps une réduction systématique des effectifs dans la fonction publique, et notamment d'ailleurs aussi dans le corps de la police nationale. Et il me semble que ce discours paradoxal imprègne également la position de la majorité sénatoriale dans notre débat sur ce projet de loi de financement de la sécurité sociale. Vous avez, Monsieur le rapporteur général, estimé vous-même, je vous cite, qu'il y avait peu de désaccords sur le fond de ce projet. 48 articles ont d'ailleurs été adoptés conformes par le Sénat dès la première lecture. Et 2 des mesures phares du texte, la création d'une protection maladie universelle et celle d'un mode de financement innovant des établissements de soins de suite et de rééducation, ont été adoptées ici sans grande modification. La majorité sénatoriale a aussi approuvé les dispositions relatives à l'amélioration des droits des assurés et celles ouvrant de nouveaux droits. Calcul plus favorable de l'assiette des contributions des agriculteurs, modalités de contrôle plus favorables aux entreprises, garantie des impayés de pensions alimentaires, prise en compte de certaines périodes de chômage des marins pour l'assurance vieillesse,
gratuité et confidentialité des actes liés à la prescription de contraceptifs pour les mineurs, gratuité du dépistage du cancer du sein pour les femmes à risque, mi-temps thérapeutique pour les travailleurs indépendants, prise en charge des actes de dépistage de l'obésité chez les jeunes enfants, prise en charge des frais d'établissement du certificat de décès dans le cadre de la permanence de soins. Je crois que ceci méritait d'être rappelé. Ont également été approuvées les mesures structurelles relatives à l'organisation et au fonctionnement des régimes et aux modalités d'exercice des professions de santé. Transfert du financement des établissements et services d'aide par le travail à l'assurance maladie, généralisation des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens aux établissements et services médico-sociaux pour personnes handicapées, généralisation pour la permanence de soins ambulatoires d'une gestion régionale globalisant forfait d'astreinte, de régulation et honoraires, poursuite de la réforme du régime social des indépendants. Je crois que ceci devait aussi être rappelé et montre que, en fait, ce PLFSS, ce texte, n'est pas aussi mauvais que ça. Et quand je dis mauvais, je reprends une expression qui a été utilisée par un de nos collègues parlementaires, alors ce n'est pas un sénateur, lors de la réunion de la commission mixte paritaire. Le Sénat a par ailleurs utilement travaillé à l'amélioration de certaines dispositions du projet de loi concernant l'élargissement du régime d'affiliation volontaire vieillesse aux conjoints de collaborateurs et en faisant, c'est un sujet important, mention expresse des orthoptistes dans le cadre de la création de contrats de coopération que pourront passer les ophtalmologistes. Nous en étions d'ailleurs d'accord et nous avions déposé et défendu le même amendement. Ces améliorations ont été approuvées et maintenues par l'Assemblée nationale. Et pourtant, malgré l'absence de désaccord sur le fond, et même, je viens de le montrer, me semble-t-il, l'approbation consensuelle d'un grand nombre de mesures du projet de loi, la commission mixte paritaire a dès l'abord échoué. Alors, ce désaccord résulterait, cela nous a été dit en commission, de l'état de nos finances sociales. Alors, j'ai en main le tableau des soldes, je me promène toujours avec. J'ai en main le tableau des soldes de l'ensemble des régimes obligatoires de base et ceux du régime général depuis 2005. Et je le dis, j'ose le dire, le gouvernement soumet cette année à l'examen du Parlement le meilleur projet de loi de financement que l'on ait connu depuis 10 ans. Et vous reconnaissiez vous-même, d'ailleurs, monsieur le rapporteur général, que les chiffres étaient globalement bons. Je comprendrais que l'on puisse s'opposer sur un certain nombre d'éléments, sur la nécessité ou non du virage ambulatoire. On peut discuter sur la politique de premier recours, sur la promotion des génériques, sur les modalités de tarification, sur la politique hospitalière, certes. Bref, sur la stratégie nationale de santé qui détermine et encadre ses choix de long terme. Mais s'il fallait absolument être en désaccord, la cible apparaît fort mal choisie. Faut-il réduire les déficits? Oui, et nous en sommes tous ou presque tous d'accord. Les déficits, ça, dans ce domaine-là, vous n'avez pas de leçon à me donner. Hein. Les déficits sont-ils réduits? Oui, ils le sont. Cela n'est pas contestable. Oui, ils le sont. Cela n'est pas contestable. Mais le redressement, a-t-il encore été dit, n'est ni spectaculaire ni suffisant. Je veux dire d'ailleurs qu'il y a bien un redressement en tout état de cause. Alors, pouvait-il être spectaculaire? Oui, peut-être, mais à la condition de réduire drastiquement les droits et le niveau de protection des assurés dans une période où la sécurité sociale est plus nécessaire que jamais. Ça a été le choix à certaines époques. Ça a été le choix d'une certaine magistrature, je dirais particulièrement brutale en 2010 pour réformer les droits à la retraite. J'ai relu les débats de cette époque, mon intervention. Lorsque vous avez cumulé la réforme des 3 paramètres déterminants du montant des pensions sans prendre en compte réel de la pénibilité des métiers. Alors ce choix, cette orientation, ce ne sont pas ceux du gouvernement qui entend agir sur les déficits sociaux sans réduction des droits. Le reste à charge des assurés s'est réduit pour la 3e année de suite. Le déficit de l'ensemble des régimes obligatoires de base a été divisé par 2 en seulement 3 ans.
et sur la même période, celui de la branche vieillesse divisé par 8, celui de la branche famille par 3 et celui de la branche AT-MP supprimé puisqu'elle est excédentaire. Mais pas mince. Est-ce suffisant? Non, bien sûr. Nous ne sommes pas aveugles. L'assurance maladie et le Fonds de solidarité vieillesse présentent un niveau de déficit encore important que nous ne pouvons pas méconnaître, bien au contraire, et sont l'objet de mesures de régulation et de réduction de dépenses, je le rappelle, à hauteur de 3,4 milliards pour 2016 dans le champ de l'Ondam qui a été fixé, ce champ de l'Ondam, au niveau d'évolution le plus strict que l'on ait connu. Alors, mes chers collègues de la majorité sénatoriale, ces mesures, vous qui appelez une maîtrise impérative des dépenses, je pense que vous devriez les approuver. Mais non seulement vous ne les approuvez pas, ce n'est pas le cas, mais vous proposez nombre de mesures qui augmentent les dépenses, réduisent les ressources sans contrepartie. On peut également les énumérer. Suppression du système de régulation du coût des médicaments destinés au traitement de l'hépatite C. Pas bien vu l'utilité de cette mesure. Affaiblissement du mécanisme de la clause de sauvegarde en réduisant l'assiette prise en compte pour son calcul. Suppression de la réduction du plafond d'exonération de cotisation sur les parachites dorés. Elle a été rétablie en partie, cela a été expliqué tout à l'heure, j'en conviens, par l'Assemblée. Généralisation de la réduction forfaitaire de cotisation pour le particulier employeur, extension du taux réduit de forfait social aux entreprises créant un PE ou un PERCO, suppression du paiement de charges sociales sur les dividendes versés aux dirigeants de SARL, suppression du paiement de CSG et CRDS sur les revenus du patrimoine immobilier et les produits de placement perçus en France pour les personnes domiciliées hors de France. Alors je le dis, comment, sans contradiction, assumer la responsabilité de ces propositions dont le coût n'est pas évalué ni la compensation prévue et qui augmenterait de manière conséquente les déficits et, je pourrais ajouter, à l'opposé de toute justice sociale. Le niveau de prélèvement a également été souligné. Comment passer sous silence la mise en œuvre de la deuxième tranche du pacte de responsabilité et de solidarité qui représente un allègement de plus de 3 milliards en 2016 pour les entreprises, 4,2 milliards en année pleine, auxquels s'ajoute 1 milliard d'abattement d'assiette de la C3S qui profitera, cet abattement, prioritairement aux petites et moyennes entreprises. Enfin, l'amélioration des comptes s'accompagne d'une démarche volontaire du gouvernement dans le traitement de la dette sociale en anticipant le transfert à la Cades prévu par la loi de financement de 2011 à hauteur de 23,6 milliards, soit le reliquat des 62 milliards de dettes dont l'apurement a été fixé à terme en 2017. L'opportunité de cette mesure est évidente dans un contexte de taux extrêmement bas. Le texte qui nous revient de l'Assemblée nationale a retrouvé les tableaux d'équilibre qui avaient été supprimés. Il nous propose également une nouvelle rédaction de 2 dispositions largement discutées sur tous les bancs aux articles 21 et 22. Cette nouvelle rédaction a substitué à la procédure d'appel d'offres initialement prévue, c'est pour l'article 21, pour sélectionner les contrats de complémentaire santé pour les personnes de plus de 65 ans, une procédure de labellisation. Moi, je me réjouis, nous pouvons nous réjouir qu'un accord ait pu être trouvé, à la fois dans l'intérêt d'abord de la protection des personnes, donc des personnes de plus de 65 ans, et en prenant en compte la spécificité des organismes mutualistes appelés à proposer de meilleures garanties, ou en tout cas aussi des garanties au meilleur coût. Une nouvelle rédaction est également proposée pour l'article 22, dans laquelle la rédaction, l'option dérogatoire du salarié en contrat court pour une couverture individuelle qui peut être solvabilisée par un versement de l'employeur, devient subsidiaire par rapport à la couverture collective existante. Nous avons écouté Madame la Ministre sur ce point avec beaucoup d'attention. Les échanges seront brefs ce matin puisqu'il n'y aura pas de débat sur les articles. Rappelez que notre souci est que les conventions existantes comportant une complémentaire santé dans ces secteurs de travail précaires conserveront l'adhésion de leurs salariés. Mes chers collègues, j'ai évoqué le travail de fond réalisé par le Sénat, les contradictions
qui, à mon sens, traverse sa majorité et qui lui ont fait rendre, j'avais déjà utilisé ce terme, une copie hors sujet. Pourquoi une copie hors sujet? Parce que c'était une copie sans aucun chiffre dans le cadre d'une loi de financement, ce qui n'est pas le moindre des paradoxes. Mes chers collègues, notre objectif est pourtant commun. Faire vivre et inscrire dans le XXIe siècle un système de protection sociale dont tout le monde se loue, reconnu, envié au-delà de nos frontières. Alors pour la sécurité, bien sûr, de l'ensemble de nos concitoyens, mais aussi pour redonner confiance à notre jeunesse dans son avenir. Tel est le message que j'espère profondément et sincèrement nous pouvons porter le plus largement possible. Je vous remercie. Merci, Monsieur Daudigny. Madame Françoise Gatel a maintenant la parole pour le groupe UDI Union centriste et pour 8 minutes. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. En préambule, Madame la Ministre, je souhaite exprimer à vos côtés, au nom de mes collègues du groupe UDI-UC, l'infinie solidarité de notre groupe avec les victimes et leurs familles, mais aussi notre infinie gratitude aux services de soins et de secours pour le travail remarquable qu'ils ont accompli. Nous examinons à nouveau ce projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 qui, à la déception de notre groupe, ne comporte, Madame la Ministre, aucune des améliorations qui avaient été apportées par le Sénat en première lecture. J'évoquerai d'abord les équilibres généraux de ce texte, avec un déficit de la sécurité sociale de 12,4 milliards, marquant un léger recul par rapport à celui de 2014. Le groupe UDI-UC reconnaît que des efforts ont été entrepris, mais reconnaît tout autant que nous sommes encore loin du compte. La branche maladie, qui représente près de la moitié du budget du régime général, concentre les 2/3 des déficits, avec un solde négatif supérieur à 6 milliards. Quant à la branche vieillesse, elle enregistre techniquement un léger solde positif en 2016, qu'elle doit d'ailleurs largement à la réforme des retraites de 2010. Mais le Fonds de solidarité vieillesse reste, lui, en situation de fort déficit structurel, avec 3,7 milliards d'euros. La branche famille est également fragilisée. Le retour à l'équilibre de cette branche est désormais prévu pour 2018, mais provient non seulement de certaines mesures défavorables aux familles, certaines ont été évoquées par ma collègue des Républicains, mais aussi du transfert à l'État de la prise en charge de l'aide au logement familial. Concernant la question de la dette, celle-ci demeure des plus préoccupantes. L'article 17 transfère à la Cades 23,6 milliards de dette en compte à la cause, laissant ainsi entière la question de la dette sociale. Le retour à l'équilibre promis par votre gouvernement, Madame le ministre, pour 2017, sans cesse repoussé, est un peu comme Soran, reporté à un horizon qui sera peut-être 2020, voire 2021, voire au-delà. On le voit, s'il y a des avancées, celles-ci paraissent minces. Or, l'équilibre des comptes sociaux ne pourra être atteint que grâce à des efforts conséquents et structurels, ce que, Madame le ministre, vous semblez refuser à faire. Aussi, nous déplorons particulièrement la suppression de plusieurs mesures courageuses proposées par le Sénat et destinées à ramener durablement l'équilibre des comptes. En particulier des dispositions qui sont le fruit du travail, il faut le dire, remarquable et courageux mené par nos rapporteurs et le président de la Commission des affaires sociales, que je salue. Au premier rang desquels la proposition de notre rapporteur spécial de la branche vieillesse, notre collègue Gérard Roche, visant à reporter à 63 ans l'âge légal du départ en retraite à compter du 1er janvier 2019. Pourtant, chère Madame et chers collègues, cette mesure est indispensable pour prendre en compte à la fois l'évolution de l'espérance de vie et garantir la pérennité de notre système social auquel nous sommes profondément attachés. De même, et j'ose le dire ici, l'instauration des 3 jours de carence dans la fonction publique hospitalière, qui n'enlève rien à l'hommage que nous venons de rendre, proposé par la Commission des affaires sociales, a été supprimée à l'Assemblée nationale
alors que l'on s'accorde à dire que cette mesure aurait eu un véritable impact sur les coûts de fonctionnement et qu'elle aurait dû être élargie, je le dis aussi, à l'ensemble de la fonction publique par équité avec les salariés du secteur privé. De la même façon, certaines propositions induites par le Sénat ont été aussi balayées, l'exonération pour les jeunes agriculteurs, ou ignorées, comme la réponse sécurisée. C'est une vraie question, Madame la Ministre, vous le savez, la réponse sécurisée à la jurisprudence européenne relative à l'assujettissement des non-affiliés aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et les produits de placement. Je regrette également que n'ait pas été maintenu le dispositif d'incitation en faveur des médecins qui, arrivés à l'âge de la retraite, souhaitent poursuivre leur activité lorsqu'ils exercent dans des zones sous-dotées. Cette disposition aurait été un premier pas concret, aisé, facile et non coûteux dans le sens de la lutte contre les déserts médicaux que le groupe UDI appelle de ses vœux. Car si la France n'a jamais compté autant de médecins, les Français y ont un accès de plus en plus difficile du fait notamment de la répartition inégale des médecins sur notre territoire. Par ailleurs, j'observe que bon nombre de mesures semblent être des intentions louables. Mais en vérité, Madame la Ministre, je pense qu'elles risquent in fine de mettre en difficulté les publics qu'elles sont censées aider. Je vais reparler de l'article 19 pour les gens de mer résidant en France et travaillant pour des pavillons étrangers. Ce sujet est une vraie question, mais la mesure proposée initialement, dans la précipitation, sans réelle concertation avec les intéressés et les partenaires sociaux, aurait des conséquences exactement contraires à celles que vous visez, puisqu'elle risquait d'entraîner la perte totale de l'attractivité pour les compagnies étrangères des gens de mer résidents français dont le coût du travail aura encore été augmenté. Le gouvernement a préféré proposer une forme de compromis, ce qui montre bien que la formule initiale proposée ne va pas être optimale, une forme de compromis compliqué en affiliant à l'établissement national des invalides de la marine, l'ENIM, les gens de mer marins et au régime général les gens de mer non marins. Si cette avancée est positive pour les gens de mer marins, cette différence manque de lisibilité et soulève beaucoup d'interrogations, voire d'incompréhension, comme l'indiquent les réactions des partenaires sociaux que mon collègue Michel Canévet du Finistère et moi-même ne cessons de recevoir. De même, nous regrettons que l'article 21, instaurant un nouveau contrat labellisé pour les 65 ans et plus, ait été rétabli, même s'il a été modifié par le gouvernement, dans le sens d'une labellisation de plusieurs types de contrats couvrant des paniers de prestations diverses, avec un plafonnement du montant de cotisation en fonction de l'âge. Cette segmentation des offres, Madame la Ministre, met en difficulté l'équilibre d'ensemble du système, car elle constitue un frein à la solidarité et à la mutualisation des risques entre les actifs et les inactifs et qui se fera in fine au détriment des actifs. On le voit, l'accès aux complémentaires santé pose la question de la nécessaire remise à plat des 8 dispositifs existants pour une plus grande lisibilité et une plus grande équité. Je voudrais aussi parler de l'article 22 sur le système de chèque santé pour les salariés en contrat très court ou les temps très partiels. Vous proposez de limiter cette disposition aux salariés dont la durée de couverture par le régime d'entreprise est trop courte. Vous évitez ainsi de remettre en cause des accords déjà signés par les entreprises. Mais l'absence de données chiffrées et d'éléments sur les seuils donnant droit à ce dispositif ne permettent pas de mesurer l'effet de cette mesure qui va sûrement contribuer, en revanche, à alourdir les démarches administratives et les charges des entreprises. En conclusion, force est de constater, Madame la Ministre, que le gouvernement ne prend pas la mesure des menaces qui continuent de peser sur notre système social et surtout du poids de la dette que, ce faisant, nous continuons à faire porter sur les générations à venir. Comme l'indiquait notre rapporteur général, nous avons un désaccord de fond sur l'état de nos finances sociales et le degré d'urgence de rétablissement des équilibres. En ces temps, Madame la Ministre, où notre République est confrontée à des défis considérables qui renvoient à la fragilité de la cohésion sociale, l'esprit de solidarité, qui est une valeur que nous partageons tous ici, devrait nous conduire à plus de lucidité, de courage et d'audace, mais aussi à un meilleur dialogue entre les assemblées parlementaires. Chacun comprendra donc ici que ces constats conduisent notre groupe à soutenir la question préalable posée par la Commission des affaires sociales. Je vous remercie. Merci, chers collègues.
La discussion générale est close. Nous passons à la discussion de la motion tendant à opposer la question préalable. Monsieur Jean-Marie Van Lerenbergh, au nom de la Commission des affaires sociales, a déposé une motion distribuée sous le numéro 1 tendant à opposer la question préalable au texte en discussion. C'est monsieur Alain Milon, président de la Commission des affaires sociales, qui va parler pour la motion et pour 10 minutes. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur général, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Bien sûr, mais cela a déjà été fait dans cette enceinte mardi dernier, nous avons une pensée solidaire et émue pour les victimes du 13 novembre et nous nous devons d'exprimer une reconnaissance à l'ensemble des personnels libéraux et salariés, médicaux et paramédicaux, ayant fait preuve une fois encore d'une grande qualité de soins et d'un dévouement sans borne. Mais revenons à ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est-à-dire ce PLFSS. En première lecture, le Sénat a apporté une note dissonante dans ce que l'on pourrait appeler un concert d'autosatisfaction. Certes, le déficit des comptes sociaux a été diminué d'un tiers en 3 ans, soit un peu plus de 6 milliards. Notre commission n'en disconvient pas. Elle souligne que près de 18 milliards d'euros de recettes supplémentaires auront été mobilisés pour parvenir à ce résultat, ce qui conduit à le relativiser quelque peu. Malgré un niveau record de prélèvements, nous aurions encore, en 2016, plus de 6 milliards d'euros de déficit de l'assurance maladie et 3,7 milliards d'euros de déficit du Fonds Solidarité Vieillesse. Le retour à l'équilibre des comptes sociaux, prévu en 2014 puis en 2016, au fil des lois de programmation, est désormais reporté à plus tard, au-delà de l'horizon couvert par la loi de programmation. En matière de recettes, nous récoltons aujourd'hui les fruits de la réforme de 2010, pourtant mise à mal par l'élargissement des possibilités de départ anticipé décidé à l'été 2012. Nous savons pourtant qu'il sera nécessaire d'aller plus loin. Les projections à moyen terme montrent le caractère très provisoire de l'amélioration actuelle. Nos concitoyens en sont pleinement conscients et l'immobilisme en la matière les inquiète davantage qu'il ne les rassure. Comment pourrait-il en être autrement lorsqu'ils perçoivent le soulagement du gouvernement à la suite de l'accord intervenu sur les retraites complémentaires par lequel les partenaires sociaux ont accompli ce qu'ils n'avaient même pas tenté? Notre rapporteur vieillesse l'a fort bien rappelé, chaque génération doit relever ses propres défis et la pérennité du système de retraite est bien notre défi aujourd'hui. Sur la branche famille, le déficit ne se réduit qu'au prix de coupe dans les prestations pour les foyers qui ont par ailleurs subi de plein fouet la vague fiscale ou encore grâce à des mesures de trésorerie peu justifiables comme celle qui consiste à décaler le versement de la prime à la naissance. En matière de maladie, le remboursement des soins et l'évolution des tarifs assurent une intégration continue du progrès technique dans le secret médical qui permet une amélioration de l'efficience des systèmes de soins. Je cite là l'annexe B du projet de loi qui justifie ainsi la ponction réalisée sur les cotisations de la branche AT-MP. Mais notre système ne restitue pas de gains d'efficience. Il les absorbe, au contraire, sans dégager les marges nécessaires à la mise en œuvre de nouvelles techniques, de nouveaux médicaments. Le gouvernement se félicite d'une expansion continue des droits, mais elle est financée par un déficit qui s'est accru depuis 2012. Respect de l'ONDAM et déficit ne sont pas antinomiques. 2016 en apporte une nouvelle illustration. En 2016, l'augmentation de l'ONDAM sera certes limitée à 1,75%,
mais par rapport à un tendanciel moins élevé. Que n'avons-nous d'ailleurs entendu sur les propositions l'an dernier au Sénat, tour à tour poudre aux yeux et antisociales? Nous voici pourtant avec le même niveau d'évolution de l'Ondam proposé par le gouvernement. Les économies proposées sont d'ailleurs les mêmes. Nous sommes toujours dans le virage ambulatoire. Et comme l'an dernier, les mises en réserve sur l'Ondam hospitalier permettront sans doute d'assurer le bouclage d'économies insuffisantes en exécution. Nous avons tous rendu hommage, et nous venons encore de le faire, à l'action des personnels hospitaliers. Serons-nous capables de leur proposer une organisation du travail compatible avec leur mission et qui ménage de vrais temps de repos? Nous savons tous, et nous savons bien, que l'hôpital n'est pas véritablement passé aux 35 heures. Revenons, dans l'intérêt même des personnels, à une organisation plus rationnelle du travail. On a, mesdames et messieurs, reproché au Sénat, sur certains bancs de l'une ou l'autre des assemblées, d'avoir supprimé les tableaux d'équilibre et d'avoir adopté un texte virtuel. À l'actuelle opposition sénatoriale, je voudrais rappeler que c'est précisément ce qu'elle a fait dès la première année où elle s'est trouvée en majorité dans l'hémicycle. À ceux qui s'interrogent sur la portée d'un PLFSS ainsi tronqué, j'indique que la suppression des tableaux d'équilibre ne signifie ni la suppression des recettes, ni celle des dépenses qui ne sont pas formellement autorisées par la loi de financement de la sécurité sociale. Il s'agit de tableaux plus politiques que juridiques qui marquent les orientations données à nos finances sociales, et c'est bien comme tels que nous les avons supprimés, même si je concède que nous nous écartons en cela de la loi organique. Même si son désaccord persiste sur les équilibres généraux du texte, la Commission des affaires sociales n'a pas souhaité reproduire cet exercice en nouvelle lecture, ni reproposer à ce stade plusieurs dispositions que le Sénat avait approuvées, mais que l'Assemblée nationale n'a pas retenues. C'est pourquoi elle vous demande d'adopter la présente motion tendant à opposer la question préalable au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016. Merci. Merci, Monsieur Milon. La parole est à Madame Évelyne Lyonnais pour 10 minutes et pour s'exprimer contre la motion. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur général, Mesdames, Messieurs les sénateurs, il est question aujourd'hui d'une motion et je vais me faire l'avocate de votre coupable de la réduction du déficit de 40% des comptes sociaux en 3 ans, ou plutôt des coupables. Mesdames et Messieurs les membres de la majorité sénatoriale, force est de constater qu'au cours de nos échanges dans les commissions des affaires sociales et ici, dans cet hémicycle, vous avez été les premiers tantôt à réclamer des économies de 100 à 150 milliards sur le budget de l'État, tantôt à le déséquilibrer par un mécanisme en fait tout simple, on augmente les dépenses et on réduit les recettes. Mais surtout, vous ne donnez aucune explication quant au déséquilibre financier que vous avez donné à ce budget, ni même une solution de recette pour le rééquilibrer. Je ne sais quoi dire, à part que vous n'en êtes pas à une contradiction près, tout en respect. Reprenons, point par point, les raisons de votre résolution qui ne manquent pas de griefs, voire de chefs d'accusation mis en exergue. Tout d'abord, dire qu'en dépit de ce niveau de prélèvement, les déficits, en particulier ceux de la branche maladie et du Fonds de solidarité vieillesse, se stabilisent à des niveaux très élevés, mérite qu'on s'y attarde. L'idée que ce budget de la sécurité sociale soit le plus équilibré de ces 10 dernières années
ne vous a pas plu dès le départ. Vous avez supprimé les articles 26 à 28, puis 30, 34, 36, 38 et 54 à 56, justement ces articles relatifs aux objectifs de recettes et de dépenses pour les années 2015-2016. Avouez que cela, pour nous, avait aucun sens. Vous avez dénaturé et détricoté, séance après séance, ce budget. En fait, c'est la dette qui se stabilise depuis 3 ans, puisque le déficit global se réduit d'année en année. 2013, 15,4 milliards d'euros. 2014, 13,2 milliards d'euros. 2015, 12,8 milliards d'euros. Et prévision pour 2016, 9,7 milliards d'euros. Il me semble que cela vous a été rappelé à plusieurs reprises lors de la première lecture de ce PLFSS par notre chef de file Yves Daudigny et par le gouvernement, par l'intermédiaire de son ministre Marisol Touraine. En 2016, le solde du régime général et du Fonds de solidarité vieillesse retrouvera son niveau d'avant 2008. Et je le dis, c'est grâce au gouvernement d'aujourd'hui et pas à un autre. Il s'agit en fait d'une réduction de 40% du déficit en 3 ans. Plus spécifiquement, pour 2016, contrairement à ce que laisse penser la question préalable, la branche maladie retrouvera sa tendance baissière entamée en 2013, avec moins 6,2 milliards d'euros, tandis que le déficit du Fonds social vieillesse entamera son inflexion vers la baisse à 3,5 milliards. Les réformes entreprises depuis 2012 permettent donc un projet de loi et de financement de la sécurité sociale pour 2016 plus équilibré que les précédents. Et comme vous le savez, maintenant depuis 2 ans, les résultats sont souvent meilleurs que les prévisions. Je ne sais pas si je dois vous remercier, monsieur le rapporteur général, d'avoir noté le retour à l'équilibre des branches famille, vieillesse, arrêt de travail et maladies professionnelles. En effet, vous mettez quelque part en exergue le courage du gouvernement de prendre des mesures difficiles qui demandent des efforts, notamment aux assurés, mais dans toutes les parties, vous savez que de laisser faire serait encore plus dramatique. Vous parlez des perspectives pluriannuelles insuffisamment renseignées et aucune information pour l'ONDAM après 2016. L'actuel plan ONDAM prévoit des économies de 2015 à 2017 et il me semble que nous étudions justement en ce moment le plan de financement de la sécurité sociale 2016. Évoquer l'ONDAM dans cette motion à l'heure où sa progression est historiquement basse car maîtrisée, alors même que de nouveaux droits s'ouvrent en même temps, n'est pas au niveau du débat que nous devrions avoir dans cet hémicycle. Vous comprenez bien, mes chers collègues, que la majorité gouvernementale ne fait pas les efforts pour relâcher ensuite son attention les années suivantes. C'est une question de pragmatisme et surtout de bon sens. Vous évoquez la loi de 2014 qui ne suffira pas à garantir la pérennité du système de retraite à moyen terme et qu'il est nécessaire de prendre rapidement des mesures d'adaptation à l'évolution de l'espérance de vie. Vous le savez, en l'état, le système de retraite sera à l'équilibre jusqu'en 2030. Il nous faudra bien sûr rester très vigilants et éventuellement nous adapter. Mais rien ne justifie aujourd'hui un départ à la retraite à taux plein à l'âge de 63 ans. La question du prolongement de la vie est un débat qu'il nous faudra avoir et nous l'aurons sans doute, mais la question préliminaire est avant tout celle de l'état de santé qui s'accompagne au prolongement de la vie, être en bonne santé avant celle de l'âge de la retraite. Et sur ce terrain-là, nous avançons. Nous avons proposé le compte pénibilité retraite. Concernant la ponction de 0,15 points de cotisation sur la branche accident de travail maladie professionnelle au profit de l'assurance maladie, mes chers collègues, tout le monde constate que les différentes branches se portent mieux et la branche accident de travail et maladie professionnelle est excédentaire chaque année et ce depuis 2013. Cette ponction est inscrite dans le PLFSS 2016 et il sera important que tous veillons à ce que cette aide ponctuelle permette à la branche maladie de rattraper son retard vis-à-vis des autres branches. La solidarité ne doit pas épargner très ponctuellement les branches entre elles. Et vous le savez, cette ponction temporaire
n'empêchera pas ces deux branches d'être forcément excédentaires en 2016. Alors, comment vous le redire? Pour la première fois depuis 7 ans, le budget de la sécurité sociale présente un déficit de moins de 10 milliards d'euros. Pour la première fois depuis 2004, la branche vieillesse sera à l'équilibre et le restera jusqu'en 2030. Pour la première fois depuis 2002, la dette sociale va baisser en valeur. Que reprochez-vous à ce budget? Lutter contre le gaspillage, faire baisser les prix des produits de santé, renforcer l'efficience de la dépense hospitalière et favoriser le virage ambulatoire pour avoir une prise en charge par des spécialistes de terrain. Je ne cite qu'une partie seulement de ces mesures qui permettent de concilier les contraintes budgétaires tout en offrant aux Français de nouveaux droits. Et je pense notamment à la protection universelle maladie, la simplification des procédures de prise en charge des victimes du terrorisme, et cela a été dit par plusieurs orateurs et salué, la généralisation de la complémentaire santé, le droit à une garantie de 100 € par enfant, notamment concernant les impayés des pensions alimentaires qui concernera 30 000 familles, la poursuite de la généralisation de la complémentarité santé pour les salariés précaires ou en multi-activité et les personnes âgées de plus de 65 ans. Je m'arrête là. Mais il est dommage, en ces temps où l'avenir du Sénat, où le formidable travail qui est effectué est remis en cause par certains depuis plusieurs années, fasse l'objet aujourd'hui d'une motion de l'Intérieur en voulant le priver d'un deuxième débat en deuxième lecture sur un texte si important pour la vie de nos concitoyens et plus largement d'un projet de loi essentiel à notre République, à notre société, aux valeurs d'humanisme et de solidarité, ce que jalousent bien d'autres ailleurs. Non, vous préférez l'éclat politique feutré au devoir qui est le nôtre, celui de discuter, de se disputer avec nos différences, mais aussi celui de mettre ensemble nos convergences pour faire naître l'intérêt de la nation. Cette question préalable, au final, me donne un goût amer, car elle nous détourne de l'essence même de notre mandat, légiférer au nom de la nation et de tous les citoyens qui la composent et que nous représentons. C'est pourquoi notre groupe appelle à voter contre cette motion et je vous remercie pour votre attention. Merci, Madame Lyonnais. Madame la ministre, je me permets de vous demander quel est l'avis du gouvernement, ou si vous voulez bien intervenir. Merci Madame la Présidente. Je crois que je me suis exprimée tout à l'heure, donc je ne vais pas retarder davantage le moment du vote. Bien sûr, je suis défavorable à la motion qui a été présentée par le président de la Commission des affaires sociales. Nous avons eu le temps, lors de la première lecture, d'échanger nos arguments, de voir ce qui peut nous rapprocher et ce qui reste un sujet de division parmi nous. Je remercie le groupe d'opposition de majorité qui soutient le gouvernement d'opposition sénatoriale du soutien qu'il apporte à ce texte et je ne répondrai pas davantage aux arguments avancés par les uns et par les autres. Il me semble que les termes du débat sont désormais bien connus, bien identifiés et qu'au fond nous voyons bien ce qui reste sujet de division entre nous. Merci Madame la Ministre. Alors, nous allons passer aux explications de vote. Monsieur Roche a demandé la parole. Monsieur Savary. Oui. Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues, nous voici confrontés au vote d'une question préalable qui signifie pour nous de clore le débat sur le PLFSS. Je voudrais, en explication de vote, mettre l'accent sur 3 points. Tout d'abord, poser une question préalable fait partie du fonctionnement de notre Assemblée et c'est donc une demande tout à fait légitime. Sur le plan politique, nous avons fait les uns et les autres, lors de la première lecture, un certain nombre de propositions qui nous paraissaient intéressantes. On nous a reproché le surcoût, mais notre rapporteur général, Jean-Marie Van der Renberg, tout au long de ces débats, et pour le PLFSS, mais aussi pour la loi santé, a suggéré des propositions d'économie qui allaient bien au-delà du surcoût qu'on nous reproche. Le texte au Sénat était fort éloigné de celui de l'Assemblée nationale, qui nous l'a bien rappelé en ne retenant en deuxième lecture pratiquement aucune de nos propositions. Dans ces conditions, il est totalement illusoire de penser à un compromis possible pour la CMP. Mais clore le débat,
Clore le débat cause un peu d'amertume chez ceux d'entre nous qui avaient proposé des amendements, votés ou non, mais défendus avec véhémence et parfois avec ardeur. Je me permets de parler de mon amertume personnelle à penser à l'amendement dont Françoise Gatel a parlé tout à l'heure sur l'âge de la retraite. Je me console en espérant peut-être que dans les mois à venir, Madame la Ministre, vous rappellerez de cette proposition efficace, juste et socialement acceptable. Mais je veux, en troisième lieu, évoquer le contexte. Nos débats se sont terminés le 13 novembre dans un climat très apaisé, et je remercie d'ailleurs Madame la Ministre pour les mots qu'elle a eus dans ses propos de conclusion. Il était 19 heures. 3 heures plus tard, Paris et la France basculaient dans l'horreur. 3 jours plus tard, nous étions au congrès de Versailles. Après avoir écouté le président de la République, nous nous sommes levés, nous avons applaudi et nous avons ensemble chanté la Marseillaise dans une grande émotion partagée. Nos concitoyens, devant leur poste de télévision, ont ressenti la même émotion. Ils ont été rassurés par cet élan d'union nationale et ils ont, je crois, été fiers des femmes et des hommes politiques. Pour une fois, ils ont été fiers de leurs élus. Alors, dans cette ambiance de drame, de besoin ressenti d'union nationale, faisons un rêve. Rêvons qu'à l'avenir, les débats entre l'Assemblée nationale et le Sénat n'aboutissent plus à un constat d'échec, mais à un texte de compromis raisonnable, fondé sur le respect d'un vrai dialogue démocratique qui, lui, est la source de cette unité nationale que nous désirons tous. Merci. Voilà, je parlais au nom du groupe et le groupe UDI-UC, fort de tout ce que je viens de dire, votera la question préalable. Monsieur Savary, vous allez parler pour le groupe Les Républicains et pour 2 minutes 30. Merci Madame la Présidente. Effectivement, nous venons de vivre des drames douloureux qui transcendent à travers nos réflexions concernant le PLFSS. Et effectivement, on peut en tirer, me semble-t-il, 2 conclusions en ce qui concerne les secours et la participation du monde médical ou paramédical. La première, c'est la motivation qui anime tout ce personnel. On voit bien que ce n'est pas une question d'horaire, ce n'est pas une question de garde, ce n'est pas une question d'astreinte. Il y a véritablement une motivation. Et si ces personnes se dévouent au service de nos concitoyens, c'est parce qu'elles croient en ce qu'elles font. Et je crois que ça illustre bien qu'à travers les structures hospitalières ou autres, ce n'est pas qu'une question d'horaire, ce n'est pas qu'une question de 35 heures, c'est véritablement une question d'organisation des structures hospitalières qui transcendent effectivement ce dogmatisme. Deuxième conséquence, peut-être, à travers cela, ce sont les propos du président de la République qui dit que le pacte de sécurité l'emporte sur le pacte de stabilité. Et là, j'attire votre attention, Madame la Ministre, on ne peut pas continuer, notamment dans ce domaine social, médico-social et sanitaire, dans ces 3 domaines, on ne peut pas continuer à vivre sur le dos de nos successeurs, sur le dos de nos enfants. C'est véritablement des solutions qu'il faut trouver pour éviter cette dérive que nous connaissons depuis un certain nombre d'années. Et même si les gouvernements antérieurs n'ont pas forcément montré le bon exemple, il appartient au gouvernement actuel de faire en sorte de montrer le contre-exemple, et ce n'est pas ce qui est fait. Et au-delà de cela, on voit bien que ce PLFSS ne répond pas aux préoccupations de notre société. Preuve en est, c'est que les propositions qui ont été faites n'ont pas été suivies. Preuve en est, c'est la manifestation du monde médical et paramédical par rapport à ce qui a été proposé, notamment à travers la loi santé. Donc on voit que véritablement, il y a un certain nombre de choses à faire et que malheureusement, ces choses à faire, nous ne les retrouverons pas à travers ce PLFSS. C'est pour la raison pour laquelle notre groupe soutiendra la question préalable. Merci, Monsieur Savary. Monsieur Vatrin a la parole pour le groupe CRC. Oui, notre groupe est plutôt étonné par le dépôt de cette question préalable, non pas en soi, il s'agit d'un outil parlementaire légitime, mais parce que la majorité sénatoriale avait refusé de voter la nôtre en première lecture au prétexte qu'il fallait, je cite monsieur le rapporteur, que la discussion ait lieu. Peut-être la proximité des élections régionales vous incite-t-elle
à vous démarquer d'un texte que pourtant, dans ses grands principes, vous n'avez pas remis en cause et que vous avez même aggravé. J'en veux pour preuve le vote par la majorité sénatoriale d'un amendement portant l'âge légal à 63 ans pour la retraite et l'instauration de 3 jours de carence pour le personnel hospitalier avec, si j'ai bien compris en ligne de mire, également la remise en cause des 35 heures. Par contre, vous n'avez rien à redire aux nouveaux cadeaux accordés dans ce projet de loi indistinctement aux employeurs, l'exonération de toute cotisation sociale à la branche famille pour les salaires jusqu'à 3,5 SMIC, la suppression de la contribution de solidarité des entreprises au régime social des commerçants, artisans et professions libérales. Vous approuvez ainsi le pacte de responsabilité que nous contestons pour notre part, car il aboutit à priver de recettes la sécurité sociale et donc indirectement à diminuer les prestations. Au nom d'économies du gouvernement jugées insuffisantes, vous appelez dans votre motion à toujours plus de coupes sombres dans notre système de protection sociale pour cette année comme d'ailleurs pour les années suivantes. Je vous rappelle simplement que c'est l'inverse qu'il faudrait faire. La sécurité sociale est d'abord malade. Des exonérations massives de cotisations sociales sans aucun ciblage, sans contrepartie en termes d'emploi ou de réduction des inégalités hommes-femmes et sans efficacité démontrée. Malgré cette générosité, d'ailleurs, le déficit de la sécurité sociale correspond en réalité à un découvert modeste de 40 € pour un salarié qui toucherait 1 500 €. Autant vous dire qu'avec des mesures de bonne gestion, faisant porter l'effort sur les revenus financiers des entreprises et en agissant positivement sur l'emploi et les salaires, il serait possible de s'attaquer vraiment aux grands défis de la maladie, de la santé au travail ou du vieillissement et d'épargner les Français de tous ces sacrifices. C'est tout l'inverse que vous proposez. C'est pourquoi nous voterons contre cette motion. Merci, Monsieur Vatrin. Je vais consulter le Sénat sur la question préalable opposée par Monsieur Jean-Marie Vanlerenberghe au nom de la Commission des affaires sociales. En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit. Je vous rappelle bien sûr que l'avis du Gouvernement est défavorable. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin sera ouvert dans quelques instants. Le scrutin est ouvert. Voici le résultat du scrutin numéro 74 sur la motion tendant à opposer la question préalable. Nombre de votants 343, nombre de suffrages exprimés 343, pour l'adoption 188, contre 155. Le Sénat a adopté la question préalable. En conséquence, il n'a pas adopté le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 en nouvelle lecture. Voilà pour cette nouvelle lecture du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016. Le texte a donc été rejeté grâce à l'adoption d'une motion de droite portée par le président de la Commission des affaires sociales, Alain Milon, et par le rapporteur général, Jean-Marie Vanlerenberghe, qui estime que le texte est trop déséquilibré d'un point de vue budgétaire, également qui estime que l'Assemblée nationale n'a retenu aucun des amendements de la droite sénatoriale. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les séances sur notre site sur publicsénat.fr. Prochain rendez-vous de l'actualité parlementaire à 14h45. Ne manquez pas cet après-midi les questions d'actualité au gouvernement dans Sénat 360 présentées par Delphine Girard. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.